Bonjour à tous et à toutes et ravi de vous revoir pour cet épisode d'Okeanos, un épisode encore un peu spécial. La semaine dernière, nous avions vu nos longs formats réalisés avec nos skippers. Cette fois-ci, nous passons du côté glisse. Et quoi de mieux pour commencer cet épisode que Lisa Labadie, une bodyboardeuse de haut niveau. Elle est également musicienne à ses heures perdues et compose comme elle peut pour pouvoir vivre de sa passion. Tout de suite, c'est Lisa Labadie. Feel the crystal in the fire, and the winter tore the earth. Then there comes the morning dew. And when seeing the morning comes, and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Moi, j'évolue donc dans du bodyboard Ondine, maintenant senior. Ça a un petit peu évolué au niveau des appellations avec la Fédé. Mais en gros, plus de 18 ans. Un peu moins de 10 ans que je fais de la compétition. Avant ça, tu vois, je faisais du hand, par exemple. Au niveau palmarès, je veux te dire que j'ai remporté plusieurs fois le circuit de Coupe de France. Donc, c'est plusieurs étapes de Coupe de France dans différents endroits et c'est un cumul de points. Et après, en fonction des points que tu as engrangés, tu décroches le tour. Plusieurs fois titrée championne d'Aquitaine, championne Côte Basque. Et le plus haut en 2019, c'était un petit peu mon objectif, tu vois, à moyen terme. Donc le titre de championne de France, le Graal. Non, c'était cool, c'est un souvenir qui restera gravé. Et du coup, ça m'a motivée pour éventuellement me fixer des objectifs peut-être un petit peu plus, on va dire, hauts. Et évoluer sur le tour européen. Et un petit peu aussi le tour mondial, donc participer à certaines compétitions et pas encore de victoire, mais des expériences accumulées qui sont hyper intéressantes et j'ai juste décroché une 3e place sur une étape européenne. Déjà, je ne conçois pas une journée sans pouvoir surfer. C'est surtout, tu vois, allier en fait le surf avec le travail. Et du coup aussi être dépendant des marées, donc des fois ça coïncide pas, donc je peux pas forcément aller surfer, les journées qui aussi avec la nuit qui tombe un petit peu plus tôt, tu vois, il y a tout ça qui va faire qu'à un moment donné peut-être des fois je vais pas pouvoir surfer. Mais on va dire une routine type, ça va être le matin, je suis assez lève-tôt, donc j'ai tendance à aller à la salle à Océania, faire un petit réveil musculaire, un peu de stretching. Pouvoir pourquoi pas enchaîner avant d'aller bosser si je commence à 10h avec un petit surf et si vraiment les conditions en valent le coup, et sinon je privilégie la pause du midi pour aller surfer et quitte à me remettre après une petite session le soir si je suis pas trop canée quoi. Et je pense que la dernière fois où j'ai pas passé une journée sans surfer, je t'avoue que je pense que ça remonte pendant le confinement. Donc ouais, même tu vois la marée démontée ou autre, je sais que j'ai toujours des gens autour de moi motivés. Et du coup, tu vois, en plus de ma motivation, on arrive toujours à se trouver quelques petits bouts à surfer, quoi. Ça n'a jamais été, tu vois, mon rêve d'éventuellement être professionnel, tu vois, dans ce sport-là. Tout en sachant que, tu vois, avant, j'en faisais vraiment en loisir. Je faisais du hand, du coup, vraiment pendant longtemps. Je me suis blessée, ce qui a un petit peu entraîné aussi, tu vois, un peu ce changement d'orientation. Et un jour, en fait, on m'a motivée. J'ai rencontré Thomas Goyeneche, du coup, qui me suit depuis maintenant pas mal d'années sur les compètes. Et avant ça, que je le voyais à l'eau. Et qui m'a dit, ouais, pourquoi pas, tu vois, éventuellement un jour s'inscrire dans un club. Et je me suis testée à une première compète en Bretagne. Donc autant te dire qu'avec Eddy Mangenot, ce bon vieux Eddy, la petite mission pour aller jusqu'à là-bas, arriver là-bas très froid. Et en même temps, la Bretagne, je connaissais pas et c'est la seule fois où j'y suis allée. Mais tu vois vraiment un accueil hyper chaleureux, des gens super accueillants, une bonne vibes, tu vois.
Et en fait, c'est ça que j'ai aimé autour. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que on est tous un petit peu, tu vois, encore ultra motivés, malgré, tu vois, des fois, des manques de diffusion, de visibilité. En fait, c'est aussi cette ambiance que tu as autour dans la famille, un peu du boogie. Et écoute, première compétition, c'était plutôt bien passé parce que j'avais gagné. C'était une étape de Coupe de France. Et écoute, une victoire en a amené d'autres derrière. Donc je pense que, tu vois, sans parler de rêve, là pour l'instant, je pense que j'ai à prendre. Et le plaisir que, tu vois, je prends à chaque fois que, tu vois, je vais surfer soit en free avec mes amis, soit, tu vois, pendant les compétitions. Donc voilà. J'ai ma famille qui est, tu vois, je suis très famille, j'ai un lien très proche avec mes grands-parents, mon petit frère, mes parents également. Et du coup, c'est des valeurs sûres sur lesquelles, tu vois, je peux me reposer à des moments où, tu vois, des fois, peut-être en période de boulot allié avec le sport, où finalement, j'arrive plus trop à tout maîtriser. Alors que je suis persuadée de pouvoir tout maîtriser seule. Et en fait, non, à un moment donné, tu te rends bien compte que tu as besoin de soutien, comme tu dis. Il est originaire de Châtelaillon-Plage et fait partie des meilleurs kitesurfers du monde. Il a également fondé sa propre école de kite. Il s'appelle Antonin Ranguin et c'est tout de suite. Alors mes tout débuts dans le kitesurf, ça s'est passé non pas en kitesurf mais en cerf-volant. J'ai commencé sur cette plage de Châtelaillon en 1997 avec un petit cerf-volant de plage déjà, forcément triangulaire. Je montais sur le dos des copains qui s'amusaient à faire du saut à cerf-volant. Donc ça c'était la discipline principale avant que le kitesurf existe. Donc on s'amusait à faire du saut à cerf-volant. J'ai eu mes premières ailes de traction peut-être à 7-8 ans et j'ai commencé à m'amuser à me faire tracter sur la plage et apprendre à faire voler ce gros cerf-volant. Ce gros, on va dire, j'étais petit donc il faisait peut-être 3 mètres mais déjà il y avait une belle traction, j'allais m'amuser dans les tempêtes etc, à essayer de me faire des sauts, des traînées sur la plage etc. C'était mes premières expériences avant que ça arrive le kitesurf et même encore avant il y avait le buggy, le char à cerf-volant. Donc j'ai commencé à faire du buggy sur la plage, on va dire l'année après avoir appris le cerf-volant. Là c'était vraiment les premières sensations de glisse avec le vent, la plage, les éléments naturels, donc ça c'était vraiment génial. Et un jour, je sais pas, il y a des fous dans le monde qui se sont dit faut essayer ça sur la mer, ça peut être délire. Je pense que ça venait aussi du ski nautique, etc. On s'est dit on peut peut-être se faire tracter par un gros cerf-volant sur un surf. Et c'était des débuts un petit peu laborieux. Parce que c'était que des adultes qui essayaient avec des gros cerfs-volants et des planches sur lesquelles ils coulaient. Et je me souviens effectivement de ma première fois, et là c'était assez incroyable, je suis monté sur un surf et le fait d'être petit, léger, je flottais dessus. J'ai pris mon cerf-volant que je commençais à bien apprivoiser et je suis parti du premier coup. Donc j'ai été un petit peu dans les premiers kitesurfers, ça c'est sûr, en France. Et sur cette plage de Châtelaillon aussi, et c'était un bon délire d'aller faire le premier bord sur un surf avec un cerf-volant dans l'eau, sans combinaison, en jogging, et je devais avoir, je sais pas quel âge, mais je pense que je devais avoir 7-8 ans, c'était un bon délire. Le matériel n'était pas du tout adapté, le cerf-volant qui tombait dans l'eau coulait, donc on était quelques-uns à apprendre, et c'est vrai que c'était un bon délire. Alors le kitesurf ça a énormément évolué
depuis toutes ces années. Maintenant, ça fait plus de 20 ans. Effectivement, à l'époque, on pouvait dire que ce sport, c'était un sport dangereux, physique. Maintenant, c'est devenu accessible à tous, avec des voiles vraiment faciles d'accès, vraiment pour tout le monde. Alors j'ai eu beaucoup de frayeurs en kite effectivement sur les débuts, où s'il y avait un problème au tout début, on lâchait juste ces deux manettes de cerf-volant et le cerf-volant s'en allait, donc on allait souvent les chercher sur les toits des maisons. Mais après on a commencé à attaquer avec des harnais, donc le but est d'être accroché et solidarisé au cerf-volant. Les premières sécurités ont existé mais ne fonctionnaient pas parfaitement. On accrochait régulièrement des mousquetons pour être sûr à 100% que ça s'en aille pas. Mais le problème c'est que quand ça partait pas très bien, on ne pouvait pas se désolidariser du cerf-volant et au final on se faisait tracter un petit peu fort. J'ai fini quelques fois dans les rochers sur lequel je suis assis ou dans la dune à côté. Ouais, non, ça pouvait être dangereux à l'époque et j'ai eu beaucoup de frayeurs. J'ai fini quelques fois à l'hôpital. Je me suis cassé pas mal de choses. Mais je dirais que maintenant avec l'âge je fais attention et le matériel a évolué, donc forcément ça change tout. Ah ouais, réellement ouais, ça valait le coup de commencer, de se faire ses frayeurs, de se faire mal, mais maintenant je changerai pour rien au monde, c'est sûr. Les plus gros soutiens que j'ai eu dans toute ma carrière en kite, ça a été effectivement ma famille, mes parents et mes amis qui m'ont toujours soutenu. Alors pour le kitesurf, il y a plein de spots dans le monde. Maintenant, s'il y a de l'eau et du vent, concrètement, il y a du kite et il y en a partout. Après, j'ai pas vraiment de meilleur spot, même si j'ai quand même une petite préférence sur Cape Town en Afrique du Sud, où le vent est très fort. C'est un vent très dense qui porte. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'envoler facilement à une vingtaine de mètres de haut, sans forcer. Et avec un vent qui porte, c'est-à-dire qu'on va rester très longtemps en l'air. On peut rester une dizaine de secondes, ça paraît peu, mais au final 10 secondes en l'air, c'est énorme, c'est presque du parapente. Mais après évidemment j'adore tous les spots où il fait beau, où il fait chaud, comme le Brésil ou autre, où ça vaut le coup aussi, hein, c'est sûr. Le vent est moins fort, mais il y en a partout et j'ai pas de meilleur spot. J'aime bien justement voyager partout et découvrir des spots chaque année. Alors je dirais que les premières fois monter à 20 mètres de haut, c'est sûr que c'est incroyable. C'est une sensation incroyable de monter, de voir. C'est une vision quand même assez différente où d'habitude on voit un petit peu autour de soi, mais on ne voit pas le dessus des toits des maisons ou même des buildings. Et là, arrivé à des fois 25 mètres de haut, on commence à voir la ville derrière les buildings et on se dit bon là je suis haut. Après c'est difficile de visualiser, de se dire réellement à quelle hauteur je suis. Mais c'est sûr que c'est incroyable. Là on se retrouve haut, quasiment à la hauteur des autres cerfs-volants. Et non, la sensation elle est incroyable. Et après je dirais que le plus impressionnant, c'est d'envoyer une figure à cette hauteur-là qui, si possible, est assez impressionnante, des figures dangereuses. Et là faut pas tomber. Si vous êtes fan de surf, vous savez sans doute ce qu'est un free surfer. Et bien Arthur Bourbon en est la quintessence. Cinéaste, surfeur, pour lui, tout y passe pour satisfaire son envie du spot parfait. Tout de suite, c'est le long format sur Arthur Bourbon. 12 years old kid have a firearm, 15-year-old kid have a firearm, and they believe that with that weapon, they have all the power.
the way they were reacting, I haven't really seen anything that is so wicked during that time. A child will look at you and shoot you dead, and he will have no remorse. Alors Watergate No Enemy, ça a été tourné au Liberia. Comment s'est retrouvé là-bas? En fait, j'ai Damien Castera, donc, qui est co-auteur du film, qui était mon partenaire pour ce projet. On voulait absolument faire un voyage ensemble et faire un projet de film ensemble. Et lui aussi, il est surfeur professionnel, il est free surfer comme moi, il a une carrière un peu similaire. On cherchait une destination, un sujet, un truc à faire ensemble, un projet à faire ensemble. Et on était assez attirés par l'Afrique. Et en fait, un jour, il est arrivé avec une photo d'une vague parfaite. Il m'a dit, tiens, regarde, c'est au Liberia. Je lui ai dit, mais c'est où le Liberia? Il me disait, écoute, je sais pas trop non plus. On a regardé, on s'est renseigné. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des belles vagues, que c'était pas connu. Il y avait déjà eu quelques reportages faits là-bas, mais c'était, disons, assez peu connu. Et en fait, l'histoire du pays était hyper forte, tragique certes, mais forte. Et puis surtout, il y avait cette communauté de surfeurs qui sont, c'est des jeunes qui sont issus, enfants de la guerre. Il y en a qui sont nés après la guerre, mais dans un pays d'après-guerre. Pour certains, ils ont carrément vécu la guerre en tant que réfugiés ou même enrôlés en tant qu'enfants soldats. Donc on s'est dit, voilà, on va aller découvrir ces vagues au Liberia, découvrir ce pays. Et puis on va aller rencontrer cette communauté de surfeurs et raconter un peu leur histoire, leur donner les mettre devant la caméra, leur donner le micro et leur donner la chance de raconter un peu ce qu'ils ont vécu et le but c'était à travers ces témoignages-là illustrer un peu le renouveau du pays, montrer justement une phase positive. Mais il y a des enfants surfeurs, il y a des jeunes qui surfent, il y a un super mouvement il y a une vraie communauté qui se crée autour du surf, autour de l'océan. Donc voilà, on va y aller, on va montrer ça. On a eu quelques belles récompenses en festival, à Anglette, dans plein de festivals de surf, d'aventure, tout ça. Donc ouais, c'était cool. Moi, ce qui m'intéresse en tant que filmmaker, en tant que surfeur, réalisateur, c'est de faire des films qui sont un peu différents de ce qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est de faire justement des films et pas juste faire du surf porn, enfin, juste faire des images de surf. Voilà, j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie qu'il y ait un message qui passe. Et c'est ça qui me plaît. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, j'essaie de faire des films qui sont un peu différents et de me démarquer par justement cette différenciation dans l'histoire, dans le storytelling, essayer d'aller à la rencontre de surfeurs qui m'inspirent, d'aller découvrir des endroits qui sont insolites ou de trouver des concepts créatifs, visuels, tout ça qui ont quand même un sens derrière, quoi. Et voilà, du coup, il y a eu ce projet au Liberia. Évidemment, il y a on va à la rencontre de surfeurs. Voilà, il y avait une aventure humaine hyper forte. Derrière, depuis, il y a eu le Covid, donc c'était pas facile. On n'a pas eu beaucoup d'opportunités de tourner et de voyager, de se déplacer, tout ça. Mais j'ai fait un projet qui s'appelle Shared, où l'idée c'était de surfer à plusieurs. Et c'était un peu aussi il s'est sorti fin 2020, donc c'est un peu, voilà, on a été tous enfermés, on a tous eu peur les uns des autres. Le Covid a été une expérience assez bizarre, et du coup, je me suis dit, tiens, voilà, ça fait un moment que j'avais ça en tête, je me suis dit, là, c'est le moment de le faire. J'ai invité tous mes potes surfeurs, plein de potes qui sont dans le coin, qui sont surfeurs, qui ont un joli style, qui sont plutôt gracieux, tout ça, à venir surfer tous ensemble, et on a fait que des vagues à plusieurs, en fait. Et l'idée c'était c'était cette notion de partage et de communauté, d'être ensemble. Et du coup, voilà, ça c'est un projet qui est sorti l'an dernier.
reviens juste, je suis rentré il y a une semaine d'un voyage à vélo. J'ai fait 1 mois de voyage à vélo de Biarritz jusqu'à la Bretagne. Ça aussi c'est un projet qui est né un peu pendant l'ère Covid, pendant le confinement, parce que j'avais des projets de voyage qui sont tombés à l'eau et je me suis dit oh là là, ce truc c'est parti pour durer, ça va être compliqué de voyager, qu'est-ce que je pourrais faire, et j'avais fait un voyage en vélo il y a quelques années et j'avais vraiment envie de le refaire, donc je me suis dit je vais refaire ce trip en vélo, sauf que cette fois-ci je vais en faire un documentaire. Et au fur et à mesure, l'idée un peu grossit et le concept c'est vraiment construit et créé. Et du coup, l'idée c'était de partir, donc de faire un voyage surf à vélo, de le documenter, donc sur toute la côte atlantique française, et en même temps d'aller à la rencontre de surfeurs qui ont un parcours que moi je trouvais inspirant, et je me suis dit je vais aller à leur rencontre et je vais leur donner la parole et partager quelques moments avec eux, et puis en espérant que être inspiré déjà, et puis que ça inspirera d'autres gens à travers le film, quoi. Et écoute, ça s'est super bien passé. on a fait 1 mois, on a eu des jolies vagues, que des super rencontres, et voilà, maintenant je vais attaquer la post-production du film là, et il sortira au printemps 2022. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cet épisode d'Okeanos. Tous les longs formats que vous venez de voir sont revisionnables sur notre chaîne YouTube. Bonne fête à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Okeanos.